Chapitre 97. La lampe. Si, quittant les fourneaux du Pécaude, vous étiez descendu au Gaillard d'avant, où dormait la bordée libre de quart, vous auriez pu un instant vous croire dans la chapelle de quelque saint roi ou conseiller. Il gisait là, entre les parois de chêne de leur caveau triangulaire, le ciseau du silence sculptant chaque visage, le feu d'une vingtaine de lampes sur leurs yeux clos. À bord des navires marchands, l'huile est pour le matelot plus précieuse que le lait des reines. Se vêtir dans l'obscurité, manger dans l'obscurité et trébucher jusqu'à sa paillasse dans l'obscurité, tel est son lot habituel. Mais le baleinier vit dans la lumière comme il cherche l'aliment de la lumière. Il fait de sa couchette une lampe d'Aladin où s'étendre de sorte que, dans la plus profonde nuit, les fonds du navire sont toujours illuminés. Voyez avec quelle entière liberté le baleinier apporte sa poignée de lampes, souvent rien de plus que de vieilles bouteilles et fioles, aux rafraîchisseurs de cuivre des fourneaux et les y remplit comme un pichet de bière à la cuve. L'huile qu'il brûle est aussi la plus pure, non traitée à son état vierge, liquide inconnu des lampes solaires, lunaires ou astrales à terre. Elle est douce comme le premier beurre de l'herbe d'avril. Il part chasser son huile pour être sûr de sa pureté et de son authenticité, comme le voyageur poursuit dans la prairie le gibier de son souper. Chapitre 98. Arrimage et nettoyage. Nous avons déjà raconté comment le grand Léviathan est signalé à distance de la pointe des mâts, comment il est poursuivi sur les landes marines et mis à mort dans les vallées des profondeurs, comment il est remorqué au flanc du navire, puis déjointé, et comment, selon le principe qui accordait au bourreau de jadis les vêtements que portait le condamné au moment de sa mort. Son grand par-dessus feutré devient propriété de son exécuteur. Comment, en temps voulu, il est voué aux chaudières, et comment tel Shadrach, Méshach et Abed-Négo, ses os, son huile, son spermastie traversent indemne le feu. Il reste maintenant à terminer ces descriptions par un chapitre racontant, chantant si possible, le pittoresque transvasement de l'huile dans les barriques et leur arrimage dans la cale, où le Léviathan retourne à ses profondeurs natales, glissant à nouveau sous la surface de la mer comme autrefois, mais hélas pour ne plus jamais remonter ni souffler. Pendant qu'elle est encore chaude, l'huile, tel un punch brûlant, est mise en fût de 6 barils, et pendant que peut-être le navire roule et tangue sur la mer nocturne, les barriques énormes font des têtes à queue, et parfois détalant dangereusement sur le pont glissant comme autant d'éboulements, jusqu'à ce qu'enfin des mains immobilisent leur course, et que sur les cercles retentissent autant de marteaux qu'il s'en trouve, car pour l'instant tout matelot est tonnelier. Enfin, lorsque la dernière pinte est enfûtée, que tout est refroidi, on enlève les panneaux des grandes écoutilles, les entrailles du navire sont béantes, et la futaille s'en va à son repos marin. Cela fait, les panneaux sont remis en place, hermétiquement fermés, comme une armoire murée. C'est peut-être l'une des phases les plus remarquables des travaux de la pêche au cachalot. Un jour, une inondation de sang et d'huile ruisselle sur les ponts, sur le sacro-saint gaillard derrière d'énormes morceaux de la tête du cachalot, sont entassés de façon impie, de grands barils rouillés traînent comme dans une cour de brasserie, la fumée des fourneaux a souillé dessus les pavois, les matelots sont imprégnés de graisse. Le navire tout entier est l'image du Léviathan lui-même, tandis que règne partout un vacarme assourdissant. Mais un jour ou deux plus tard, vous pouvez jeter les yeux autour de vous, tendre l'oreille sur ce même navire et netter les pirogues suspendues et les fourneaux qui sont la marque d'un baleinier. Vous pourriez vous croire sur un tranquille navire marchand dont le commandant serait un homme plus que méticuleux. À l'état brut, l'huile du cachalot possède un pouvoir décapant extraordinaire. C'est pourquoi la blancheur des ponts n'est jamais aussi nette qu'après cette affaire d'huile, comme ils disent. De plus, les cendres des déchets de la baleine fournissent une puissante lessive qui a tôt fait d'avoir raison de ce qui, de l'animal, aurait pu rester collé au flanc du navire. Armés de seaux et de chiffons, les hommes s'activent au bastingage et leur rendent leur propreté originelle. Ils brossent la suie du gréement. Les nombreux ustensiles dont il a été fait usage sont également nettoyés avec soin et rangés. La grande écoutille est récurée et remise sur les fourneaux de manière à dissimuler complètement les chaudières. La futaille disparaît. Les appareaux sont allés se lover dans des recoins invisibles.
Et lorsque, grâce au travail commun, accompli ensemble, de tout l'équipage, ce nettoyage consciencieux est enfin terminé, les hommes procèdent à leurs propres ablutions, se changent de la tête aux pieds et réapparaissent sur le pont immaculé, frais et pimpants comme des mariés tout droit sortis de draps de la plus fine Hollande. Par groupe de 2 ou de 3, ils arpentent le pont d'un pas joyeux. Ils discutent plaisamment de salons, de sofas, de tapis et de fines percales. Ils se proposent d'étendre des nattes sur le pont, de suspendre au mât des tentures, et n'ont aucune objection à prendre le thé au clair de lune sur la plaza du Gaillard d'Avant. Ce serait une impudence rare de venir parler à ces marins odorants d'huile, d'os et de lard. Ils n'ont aucune notion de ce à quoi vous faites discrètement allusion. Allez, loin, et apportez-nous des serviettes de table. Mais attention, là-haut à la pointe des mets, 3 hommes debout épient ardemment d'autres baleines, qui, si on les prend, souilleront infailliblement le vieux mobilier de chêne et laisseront bien une petite tache d'huile au moins quelque part. Oui, et maintes fois, après les plus rudes travaux ininterrompus, qui ne connaissent point de nuit et se poursuivent sur 96 heures, quand les hommes reviennent d'avoir ramé jusqu'à en avoir les poignets enflés, ils ne remontent sur le pont que pour transporter de lourdes chaînes, virées au pesant guindeau, et dépecer et tailler, oui, et être enfumés dans leur sueur même et brûlés à nouveau par les doubles feux du soleil équatorial et les tropiques des fourneaux. Lorsqu'après tout cela, ils se sont évertués à polir le navire jusqu'à en faire une laiterie immaculée, bien souvent les pauvres diables n'ont pas fini d'agrafer le dernier bouton de leurs vêtements propres qu'ils sont saisis par le cri. La voilà qui souffle. Ils s'envolent à la poursuite d'une nouvelle baleine et recommencent à en passer par toutes les mêmes fatigues. Ah, mes amis, c'est tuer son homme, et pourtant c'est la vie. Car à peine avons-nous, pauvres humains, soutirés à la masse imposante de ce monde, après de longs efforts, un tout petit peu de son précieux spermacétie, à peine, avec une épuisante patience, nous sommes-nous lavés de ses souillures, à peine avons-nous appris à vivre dans le pur tabernacle de l'âme, à peine en avons-nous fini que le cri. La voilà qui souffle, fait lever le spectre, et nous voilà en route pour combattre quelque autre monde, et reprendre la vieille routine de la jeune vie une fois de plus. Ô métempsychose, ô Pythagore, toi qui dans la Grèce éclatante, voici 2000 ans, mourus si bon, si sage, si doux, je fis voile avec toi au large du Pérou, lors de mon dernier voyage, et si sot que je sois, je t'ai appris, novice, à faire une épissure. Chapitre 99. Le doublon. Nous avons déjà dit comment Achab arpentait le Gaillard d'arrière, allant et venant de l'une à l'autre de ses limites, de l'habitacle au grand mât. Mais à tant de choses importantes à dire, il eût fallu ajouter qu'au cours de ses promenades, alors qu'il était particulièrement absorbé et ombrageux, il s'arrêtait à chacun de ces endroits et fixait étrangement l'objet qu'il avait sous les yeux. Lorsqu'il faisait une pause devant l'habitacle, son regard se rivait à la pointe de l'aiguille du compas, un regard aigu comme un javelot, et qui avait l'intensité aiguisée du but qu'il poursuivait, et lorsque, suspendant à nouveau sa marche, il se trouvait devant le grand mât, alors son œil se clouait sur la pièce d'or clouée là, et il avait la même expression de décision chevillée en lui, empreinte toutefois d'une nostalgie sauvage, sinon désespérée. Un matin, venant à passer devant le doublon, il parut attiré de façon neuve par les motifs étranges et les inscriptions qu'il portait, comme si, pour la première fois en son délire, il commençait à y découvrir quelque sens caché. Car toute chose serait vaine si elle n'était chargée de quelque signe, et notre monde rond ne serait alors rien de plus qu'un zéro, à vendre à la charretée, comme ils font des collines de Boston, afin de combler les fondrières de la Voie lactée. Or ce doublon était d'or vierge le plus pur, arraché quelque part au cœur des collines somptueuses du haut desquelles d'ouest en est, à travers des sables d'or, coulent les sources de plus d'un pactole, bien que fixé à présent entre des clous de fer rouillés et des pointes de cuivre vert-de grisé, immaculé, impossible à souiller, il conservait son éclat de quito. Bien que les mains âpres d'un âpre équipage l'effleurassent à toute heure, que les longues nuits l'enveloppassent d'opaques ténèbres propices au larcin, le soleil levant retrouvait le doublon là où le soleil couchant l'avait laissé.
car il était isolé et sanctifié ainsi en vue d'une fin redoutable et mystérieuse, et si licencieux que fussent les marins dans leur façon, les uns et les autres le révéraient, comme l'emblème évocateur de la baleine blanche. Ils en parlaient parfois au cours du fatigant quart de nuit, se demandant à qui il reviendrait en fin de compte, et si celui-là vivrait pour le dépenser. Ces nobles pièces de l'Amérique du Sud sont les médailles du soleil et le symbole des tropiques. Palmes, alpacas et volcans, disques solaires et étoiles, écliptiques, cornes d'abondance, riches bannières au vent s'y trouvent gravées avec une généreuse abondance, de sorte que cette fantaisie de la poésie espagnole semble rehausser la valeur et le prestige de l'or précieux. Le doublon du Péquod illustrait par hasard cette opulence. Sa carnelle portait les mots « República del Ecuador »,« Quito ». Ainsi cette pièce brillante venait d'un pays situé au milieu du monde, sous le grand équateur, et portait son nom. Elle avait été frappée à mi-chemin des Andes, sous ce climat égal qui ne connaît point d'automne. Délimités par ces lettres, 3 sommets des Andes y figuraient, l'un surmonté d'une flamme, l'autre d'une tour, le troisième d'un coq en train de chanter. Par-dessus s'incurvait un fragment du zodiaque, chaque signe indiqué par son motif kabbalistique, la clé de voûte du soleil entrant dans la ligne équinoxiale à la balance. Non sans être observé par les autres, Achab s'était arrêté devant cette pièce équatoriale. Il y a toujours quelque suffisance dans les sommets et dans les tours et dans toutes choses grandes et altières. Voyez ces 3 pics aussi orgueilleux que Lucifer. La tour inébranlable, c'est Achab, le volcan, c'est Achab, l'oiseau courageux, sans peur, victorieux, c'est aussi Achab, tous sont Achab, et ce disque d'or n'est que l'image d'un monde plus rond encore qui, tel le miroir d'un magicien, tour, à chaque homme ne renvoie que l'image de son moi mystérieux. Grande douleur, petit profit à celui qui demande au monde des réponses alors qu'il ne sait ce qu'il est lui-même. Il me semble que ce soleil devenu monnaie, rougeoie, mais voyez, il entre dans la ligne équinoxiale, dans le signe des tempêtes, et il n'y a que 6 mois, il sortait du bélier du précédent équinoxe. De tempête en tempête, qu'il en soit donc ainsi. Enfanté dans la douleur, il est juste que l'homme vive dans la souffrance et meure dans les affres, qu'il en soit donc ainsi. Voilà une rude matière offerte à l'acharnement du malheur. Qu'il en soit donc ainsi. Aucun doigt de fée n'a pu serrer l'or, mais les griffes du diable ont dû hier y laisser leurs empreintes, se murmura Starbuck appuyé au bastingage. Le vieillard semble lire le terrible message du festin de Balthazar. Je n'ai jamais examiné cette pièce de près. Il s'en va, je vais aller la voir. Une sombre vallée entre 3 sommets puissants griffant les cieux. On dirait un pâle symbole terrestre de la Trinité. Ainsi Dieu nous entoure dans cette vallée de la mort, et sur nos ténèbres resplendit le soleil de la justice, son phare et son espérance. Si nous baissons les yeux, l'obscur vallon ne montre qu'une terre pourrie, mais que nous les levions et le soleil vient à la rencontre de notre regard pour nous réconforter. Pourtant la demeure du soleil n'est point fixe, et si nous voulions à minuit lui arracher quelque douce consolation, nous le chercherions en vain. Cette pièce a la voix de la sagesse, de la douceur, de la vérité, mais pour moi celle de la tristesse aussi. Je la quitterai de crainte que la vérité ne m'ébranle traîtreusement. Voilà que le vieux Mogol, soliloquait Stubb près des fourneaux, a été la scruter, et voilà Starbuck qui a fait de même, et tous deux avec des têtes dont je dirais qu'elles ont 9 pieds de long. Et tout cela pour avoir regardé une pièce d'or que je ne contemplerais pas si longuement si je pouvais l'aller dépenser à Negro Hill ou à Corlaer Souk. À mon humble avis, c'est bizarre. J'ai vu des doublons de la vieille Espagne, doublons du Pérou, doublons du Chili, doublons de Bolivie, doublons de Popayan, et en plus beaucoup de moïdors et de pistoles, de jo, de demi-jo et de quart de jo. Qu'y aurait-il dès lors dans ce doublon de l'équateur si séduisant? Par tous les trésors de Golconde, il faut que j'y regarde de plus près. Oh là, en voilà en vérité des signes et des merveilles. N'est-ce pas là ce que l'épitomée de Bowditch appelle le zodiaque, et que mon almanach là en bas nomme de même? Je vais aller chercher cet almanach. J'ai entendu dire que par les calculs de Dabol, on pouvait évoquer les démons.
Je vais m'essayer à évoquer ces êtres curvicodes pour soutirer un sens avec l'aide de mon almanach du Massachusetts. Le voici. Voyons un peu. Signes et merveilles, et le soleil y est toujours au centre. Aime les voici, tous bien éveillés. Aries ou le bélier, Taurus ou le taureau, Gémini ou les gémeaux. Eh bien, la roue du soleil au milieu. Oui, sur la pièce, il est en train de franchir le seuil entre 2 des 12 salles d'attente qui font cercle. Livres ici, vous mentez. Le fait est que, vous autres livres devriez rester à vos places. Vous feriez l'affaire pour nous donner les simples mots et les faits, mais nous intervenons avec nos pensées. C'est ce que ma petite expérience m'a appris, du moins en ce qui concerne l'almanach du Massachusetts, le voyageur Bowditch et l'arithmétique de Dabol. Signes et merveilles, hein? Dommage qu'il n'y ait rien de merveilleux dans les signes, ni de significatif dans les merveilles. Il y a une clé quelque part. Attendez, chut, silence. Par Jupiter, je la tiens. Écoutez-moi bien. Doublon, votre zodiaque, c'est la vie d'un homme écrite en rond, et je vais la lire d'après le livre. Allons, almanach. Pour commencer, il y a Aries ou le bélier, chien lubrique, il nous enfante, puis Taurus ou le taureau qui nous donne le premier coup, Gémini ou les gémeaux, c'est-à-dire la vertu et le vice. Nous essayons d'atteindre la vertu, quand voici qu'arrive le cancer l'écrevisse qui nous tire en arrière, et voici, sortant de la vertu Léo, un lion rugissant. Couché sur le chemin, il donne quelques cuisantes morsures et quelques hargneux coups de patte, nous nous échappons et saluons Virgo, la Vierge. C'est notre premier amour, nous nous marions et pensons être heureux quand survient Libra, ou la balance, le bonheur pesé et trouvé léger. Et tandis que nous nous attristons là-dessus, Seigneur, quel bond soudain nous faisons, tandis que Scorpio, le scorpion nous pique le derrière. Nous sommes en train de soigner la blessure, quand s'abat une grêle de flèches, c'est Sagittarius ou l'archer qui s'amuse. Tandis que nous nous débarrassons de ces traits, attention, voici le bélier, Capricorne ou le bouc, il arrive en courant, tête baissée, et nous piquons du nez à terre, lorsque Aquarius, le porteur d'eau déverse sur nous son déluge et nous noie, et pour finir avec Pis, où les poissons nous dormons. En voilà un prône, écrit haut dans le ciel, et le soleil chaque année le traverse pourtant, il en ressort toujours vivant et chaleureux. Là-haut, il traverse allègrement peine et malheur, de même ici, en bas, fait le joyeux Stubb. Joyeux, c'est le mot. Adieu, doublon. Mais halte, voici venir le petit Cabrion, cachons-nous derrière les fourneaux et écoutons ce qu'il a à dire. Le voici devant et il va tout de suite raconter quelque chose. Oui, il commence. Je ne vois rien d'autre ici qu'une chose ronde en or, et à celui qui lèvera une certaine baleine, cette chose ronde appartiendra. De sorte qu'on se demande ce qu'ils ont tous à venir la contempler. Elle vaut $16, c'est vrai, et à 200 le cigare, ça fait 960 cigares. Je ne voudrais pas fumer des sales pipes comme Stubb, mais j'aime les cigares, et en voici 960. Et Flasque va grimper là pour les espionner. Dirais-je que c'est sage ou absurde? Si c'est réellement sage, ça a l'air absurde, mais si c'est réellement absurde, ça a un petit air de sagesse. Mais baste, voilà qu'arrive notre vieux Manois, le cocher de Corbillard, du moins ce devait être son métier avant qu'il ait pris la mer. Il fait une holofée devant le doublon, holà, et contourne le mât, bien sûr. Il y a un fer à cheval cloué de ce côté-là, il est déjà revenu. Qu'est-ce que cela veut dire? Chut, il marmonne, une voix de vieux moulin à café usé. Dressons l'oreille et écoutons. Si la baleine blanche doit être levée, elle le sera dans 1 mois et 1 jour, lorsque le soleil se trouvera dans l'un de ses signes. J'ai étudié les signes et je connais leur sens. Une vieille sorcière de Copenhague me les a appris voici 40 ans. Voyons dans quel signe sera le soleil à ce moment-là? Dans le signe du fer à cheval, car il se trouve exactement à l'opposé de la pièce. Et qu'est-ce que le signe du fer à cheval? C'est le lion rugissant et dévorant. Navire, vieux navire, ma vieille tête tremble en pensant à toi. Et voici une nouvelle interprétation. Mais le texte reste le même. Des hommes divers dans un monde pareil, voyez-vous? Cachons-nous, c'est Cuqueg,
tout tatoué, il a lui-même l'air du zodiaque. Que dit le cannibale? Aussi sûr que je vis, il fait une étude comparée. Il regarde sa cuisse, il croit avoir le soleil dans la cuisse, ou dans le mollet, ou dans les intestins, je présume, comme les vieilles femmes des campagnes quand elles discutent l'astronomie de Surgeon. Et par Jupiter, il a découvert quelque chose sur sa cuisse. J'imagine que c'est le Sagittaire ou l'Archer. Non, il ne sait que penser du doublon. Il le prend pour l'ancien bouton de culotte d'un roi. Mais dissimulons-nous encore, voici ce diable fantôme de Fedallah, la queue enroulée hors de vue, comme d'habitude, de l'étoupe dans la pointe de ses escarpins comme d'habitude. Que dit-il, avec cette mine qu'il a? Ah, il fait seulement un signe au cygne et s'incline. Il y a un soleil sur la pièce, adorateur du feu, comptez dessus. Oh, il en vient toujours, c'est Pipe qui arrive, pauvre garçon. Il aurait mieux valu qu'il meure, ou moi il me fait presque horreur. Lui aussi il a épié tous ses interprètes, moi y compris, et voyez, il vient lire avec sa figure d'idiot de l'autre monde. Tenons-nous à l'écart et écoutons-le. Chut. Je regarde. Tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Sur mon âme, il a étudié la grammaire de Murray. Pour s'enrichir l'esprit, pauvre gars. Mais que dit-il? Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Eh bien, il l'apprend par cœur, chute encore. Je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. C'est pour le moins drôle. Et moi, vous et lui, et nous, vous et eux, tous des chauves-souris, et moi je suis un corbeau, surtout quand je suis perché dans ce pin qui est là. Croa, 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 n'est-ce pas que je suis un corbeau? Et où est l'épouvantail? Il est là, deux hoches plantées dans une paire de vieux pantalons, et deux encore fichés dans les manches d'une vieille vareuse. Je me demande si je suis visé. C'est flatteur, pauvre type, pour un peu j'irai me pendre. De toute façon, pour le moment, je vais fuir le voisinage de Pipe. Le reste, je peux le supporter, car ils sont sains d'esprit, mais lui, il a trop de sel de folie pour mon bon sens. Aussi, je vais le laisser à ses radotages. Ce doublon-là, c'est le nombril du navire, et ils brûlent tous de le dévisser. Mais dévissez-vous le nombril, qu'en adviendra-t-il? D'autre part, s'il reste en place, c'est laid aussi car, lorsque quelque chose est cloué au mât, c'est un signe qu'une affaire devient désespérée. Ah, ah, vieille achable, la baleine blanche, elle te clouera, ceci est un pin. Mon père, au vieux pays de Tollan, a coupé un pain une fois, et il a trouvé un anneau d'argent dans le tronc, l'anneau de mariage de quelques vieux noirs. Comment y était-il venu? Ils se poseront la même question au jour de la résurrection, quand ils repêcheront ce vieux mât et y trouveront un doublon, et que les huîtres lui auront fait une écorce rugueuse. Oh, l'or précieux, précieux or, la verte avare le mettra dans son trésor. Chut, chut. Dieu parcourt les mondes à la cueillette des murs. Cop, coq, fais-nous cuire. Jenny, hé hé hé, Jenny, faites cuire votre galette sur la houe.